À la une de cette édition, hommage de la nation à l'ancien leader estudiantin Abdul Karim Kamara dit Cabral. Il nous a quittés il y a 44 ans, jour pour jour. Cet après-midi, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument qui lui est dédié. Dans ce journal, nous irons dans la forêt de Tienfala, où le parc animalier s'agrandit avec 23 cobs de buffons. Ces animaux viennent du Togo. Un nouvel arrivage qui fait de la translocation un vecteur de développement de la faune. Comment supporter le jeûne en cette période de forte chaleur? Les spécialistes recommandent la prudence, d'observer une pause pendant le temps du travail ou encore se déshydrater fréquemment après la rupture. C'est le sujet ce soir de notre série de reportages consacrés au mois de Ramadan. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes le 17 mars, hommage de la nation à Abdul Karim Kamara dit Cabral, ancien secrétaire général de l'Union des élèves et étudiants du Mali, UNEM. Cet après-midi, le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument dédié à l'ancien leader estudiantin. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et des camarades de lutte de Cabral disparus le 17 mars 1980. Mohamed Kayentaou et Abouakar Traoré pour le reportage. À Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako, se dresse le monument Abdul Karim Kamara dit Cabral. Le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, en compagnie des camarades de lutte de Cabral, a parcouru environ 1 kilomètre pour déposer une gerbe de fleurs au monument qui porte son nom. Ce geste revêt un caractère hautement symbolique pour le gouvernement qui respecte ainsi une tradition datant de plusieurs années, celle d'immortaliser l'ancien secrétaire général de l'Union des élèves et étudiants du Mali, disparu il y a 44 ans. J'ai retenu quelques caractéristiques de l'illustre disparu, à savoir son sérieux, son sens du devoir, son esprit panafricaniste, le fait qu'il avait horreur de la violence, en particulier dans l'espace scolaire et universitaire. À ce titre, je voudrais avec votre permission rappeler l'une des recommandations phares issues des Assises nationales de la refondation concernant l'espace scolaire, à savoir, je cite, « pacifier l'espace scolaire et universitaire pour en faire un lieu d'acquisition de savoir et de connaissances et non un lieu de violence. » Fin de citation. Dimanche 17 mars 1980, une date mémorable non seulement pour le monde scolaire et estudiantin malien, mais aussi et surtout pour la nation tout entière. Elle rappelle les nombreux événements et luttes menées par le mouvement estudiantin jusqu'à la mort de son leader, Abdul Karim Kamara. L'occasion est saisie par les anciens camarades de lutte de Cabral de prôner une école apaisée tout en apportant leur soutien au gouvernement suite à la dissolution de l'AEM. L'AMSULEM déplore et condamne le drame survenu sur le campus de Balabougou le 28 février suite à un affrontement entre deux clans de l'AEM pour le renouvellement des instances. Affrontement dû à la non-application des textes ayant engendré mort d'homme. Elle félicite les deux ministres en charge de l'éducation pour avoir suspendu toutes les activités du bureau de l'AM. Tout étudiant ou élève victime de la violence dans l'espace scolaire, c'est-à-dire blessé ou tué, constitue un poids sur la conscience de la société, c'est-à-dire de nous tous. Tout étudiant ou élève, auteur, co-auteur, responsable d'actes de violence dans l'espace scolaire et universitaire, incarcéré en prison pour ces actes, constitue un poids sur la conscience de l'ensemble de la société, donc de nous tous. Tout élève ou étudiant empêché d'acquérir le savoir ou la connaissance dans l'espace scolaire ou universitaire constitue également un poids sur l'ensemble de la conscience de la société. Voici un peu résumé le point de vue légitime de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de l'ensemble des hautes autorités de notre pays. Ce 17 mars, date d'anniversaire de la mort d'Abdul Karim Kamara dit Cabral, plusieurs membres du gouvernement sont aux côtés du ministre d'État pour rendre un vibrant hommage à l'homme qui a consacré sa vie pour l'épanouissement de l'école malienne.
Les défis de la mise en œuvre de la Constitution du 22 juillet 2023, thème d'un débat organisé par l'ADEMA Association. Il s'est agi pour des experts en droit de se pencher sur la coexistence des textes fondamentaux en vigueur au Mali. Nouhoum Sissoko. L'association ADEMA, Alliance pour la démocratie au Mali, fidèle à ses objectifs de sauvegarde des acquis de mars 1991 et au renforcement du système démocratique, poursuit son rôle de veille citoyenne. C'est dans cette dynamique qu'elle a organisé une conférence débat sur le thème « Les défis de la mise en œuvre de la Constitution du 22 juillet 2023 » en sollicitant le concours de spécialistes du droit pour apporter des éclairages sur la cohabitation des textes fondamentaux en vigueur dans notre pays. La Constitution du 22 juillet 2023 renvoie en grande partie à la Constitution défunte de la Troisième République, à savoir la Cour constitutionnelle, le Haut Conseil des collectivités et même le Conseil économique, social et culturel et beaucoup d'autres éléments. La charte de transition aussi qui se trouve en vigueur tant qu'on est dans la transition parce que les organes de transition tirent leur légitimité à partir de la charte de transition. Il y a 3 organes, à savoir le président de transition, le gouvernement de transition et le Conseil national de transition. Tant que la transition est en cours, la charte de transition va s'appliquer. Il est même dit dans cette charte de transition que la transition prend fin à l'investiture du président élu par le biais de l'élection présidentielle. Outre la coexistence de textes fondamentaux, les pouvoirs conférés au président de la République par la nouvelle Constitution et des questions relatives à la justice ont aussi été abordés. Il y a eu beaucoup de débats sur la justice avec les nouveaux aménagements qui ont été introduits dans la nouvelle Constitution, notamment l'ouverture d'une moitié du Conseil supérieur de la magistrature à des non-magistrats. Nous espérons que ces réformes-là vont porter leurs fruits et faire en sorte que les Maliens soient beaucoup plus contents de leur justice. Il y a les pouvoirs du futur président de la République. Ils sont extrêmement importants parce que tout l'exécutif a été remis au président de la République qui n'a plus besoin de personne pour nommer le gouvernement à sa guise, y compris le Premier ministre, mais qui détient aussi le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. Donc avec de tels pouvoirs, il faudra que le futur président soit un homme d'État dédié aux intérêts supérieurs du pays. Pour la présidente de l'ADEMA Association Sika Jatousso, cette conférence débat a comblé les attentes par la qualité des orateurs et des participants. Elle a permis d'éclairer la lanterne de l'assistance sur les textes censés régir l'organisation et le fonctionnement des institutions de la République ainsi que la vie des citoyens. Actualité des formations sur le terrain, les vecteurs aériens ont procédé à 2 frappes hier samedi dans la région de Gao. Des opérations qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire d'importants matériels de guerre. Abdoulaye Sako. Samedi 16 mars 2024, les vecteurs aériens, dans leur opération de surveillance, découvrent une base des groupes armés terroristes dans le village de Amasrakad, à 125 km au nord-est de Gao. Sur place, des motos, camions et pick-up. Si ces forces du mal n'ont pas la sagesse de respecter au moins le mois de Ramadan et le carême, les vecteurs aériens ne vont pas se fatiguer de les envoyer vers le repos éternel. Une frappe chirurgicale envoie directement les ennemis de l'autre côté. À 90 km au sud de Amazine, le distributeur de tickets de l'au-delà aux terroristes frappe aussi un poste de contrôle des forces du mal. Ceux qui ont tenté de s'échapper ont reçu leur dose. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et détruire une importante quantité de matériel de guerre ainsi que du matériel roulant. Les opérations de ratissage se poursuivent. Et puis dans un communiqué déposé à la rédaction, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale
et internationale que ce 16 mars 2024 aux environs de 21h10. Des tirs d'obus terroristes ont visé la zone aéroportuaire de Gao avec les points d'impact enregistrés dans le quartier de Bagoudjié, jouxtant la zone aéroportuaire de Gao, sans dégâts et non explosés. Un a explosé à proximité de la piste de l'aéroport civil, causant l'incendie des herbes sèches qui a vite été donc maîtrisé par la protection civile. Un autre impact a été signalé dans le quartier Château, dont les dégâts sont en cours d'évaluation. L'état-major général des armées remercie les populations pour leur soutien et les rassure que les FAMA vont continuer à anéantir les terroristes où qu'ils se trouvent. Plusieurs partenaires se tiennent aux côtés du Mali. Solidarité exprimée à New York en marge de la 68e session de la Commission de la condition de la femme. C'était au cours d'une rencontre organisée par la délégation malienne sur le thème autonomisation de la femme en période de conflit en Afrique de l'Ouest, cas du Mali. Aïssata Ibrahim Aïga. La 68e session de la Commission de la condition de la femme constitue ce forum idéal pour les féministes du monde qui viennent pour certains défendre des causes, pour d'autres dénoncer des faits ou encore partager des expériences et échanger sur des progrès et perspectives. Ce 15 mars, il y avait du bon monde dans la salle de réunion 12 et c'était pour suivre le panel de haut niveau animé par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et la mission permanente du Mali auprès de l'ONU. Et au cours des débats, l'autonomisation de la femme en période de conflit en Afrique de l'Ouest, avec comme spécificité le cas du Mali. Au cours de ces panels, nous avons discuté sur la situation socio-sécuritaire du Mali, de 2012 à maintenant. Et nous avons constaté que même avec cette situation socio-sécuritaire, aujourd'hui, les plus hautes autorités du Mali sont en train de déployer d'énormes efforts pour l'autonomisation de la femme et de la fille malienne, pour l'égalité des sexes. Il y a eu une présentation sur le cadre législatif et réglementaire du Mali et nous avons pu constater que du début de la crise à maintenant, il y a une nette amélioration de ce cadre juridique. La représentante du Mali, la plus jeune d'ailleurs de la délégation à l'instar des autres pays, a dans sa déclaration mis en exergue l'importance des investissements durables dans la santé pour les femmes et les jeunes. Le prochain événement parallèle du Mali est prévu pour le 21 mars, mais en attendant, les membres de la délégation sont repartis entre les différents événements parallèles et les réunions statutaires dont le débat général. Un tour dans la forêt de Tienfala où le parc animalier s'agrandit. Il vient de recevoir 23 corbes de buffons en provenance du Togo. Ce nouvel arrivage d'animaux s'inscrit dans le cadre de la dynamique enclenchée par les gestionnaires des parcs de la sous-région. Cela pour faire de la translocation un vecteur de développement de la faune. Djemba Moussa Konaté. C'est vers 20h que le camion transportant un conteneur rempli d'animaux provenant de Kara au Togo a fait son entrée au parc animalier de Tienfala. Il s'agit de 23 têtes de coqs de bouffons littéralement appelés minans, dont 17 femelles et 6 mâles. Les animaux passeront d'abord leur quarantaine sur un espace d'1,5 hectare dans lequel il y a 2 points d'eau et les fans de niébé pour leur alimentation, avant d'être définitivement libérés sur un espace de 350 hectares. Ce nouvel arrivage d'animaux au parc animalier de Tienfala vise le développement de l'écotourisme au Mali. Comme l'Afrique du Sud est pionnier, et nous voulons emprunter le pas pour pouvoir être capables de nous aussi en Afrique occidentale de développer la faune à travers une synergie entre nos parcs et chacun va pouvoir créer à son sein un lieu d'expérimentation et d'élevage. Toutes les dispositions sont prises pour la protection des animaux, mais le problème épineux qui reste, c'est l'agression du domaine du parc animalier de Tienfala. Le domaine classé de Tienfala est agressé par des titres. Ce sont des titres qui sont postérieurs au titre de Tienfala, donc c'est ça le problème crucial. Et nous assistons aussi au dépôt d'ordures, là aussi c'est un problème.
Ce nouvel arrivage d'animaux complète à 11 pour le moment le nombre d'espèces au niveau du parc animalier. Le promoteur rassure que d'autres expéditions verront le jour pour faire du parc un lieu d'attraction par excellence. Restons dans la région de Koulikoro où les marchés sont bien approvisionnés en produits de première nécessité et les prix fixés par le gouvernement sont respectés. C'est du moins le constat des autorités régionales en visite de terrain, suivi par Djamba Moussa Konaté. C'est pour s'assurer de l'approvisionnement des marchés de Koulikoro en denrées de première nécessité que le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro a effectué cette visite. La boutique de lac de produits alimentaires et divers chez Omar Koulibaly a constitué la première étape de cette visite. Après, Abdul Nasser Tissamaïga, accompagné de certains chefs de services techniques, s'est rendu à la boutique de Sunko Sori Bagayugo avant de boucler sa visite à Miankala boutique chez Moribo Dambélé. Tous les magasins visités, on a constaté qu'ils sont vraiment bien approvisionnés et les prix demandés par le gouvernement sont respectés. Et c'est pourquoi nous demandons aux commerçants de donner les produits conformément aux prix qui ont été indiqués par le gouvernement. C'est l'occasion de remercier non seulement les commerçants qui sont en train de travailler dans ce cadre-là, mais aussi de remercier toutes les autorités qui sont en train d'œuvrer pour soulager les populations pendant ce mois béni Ramadan. Il ressort du constat que dans toutes les boutiques visitées, les commerçants sont en train de respecter les prix fixés par le gouvernement. Les commerçants ont également témoigné qu'ils ont reçu les stocks dans la facilité. Le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro a invité les commerçants de Koulikoro à maintenir ce cap pour que les populations passent ce mois de Ramadan dans la facilité. L'ambassade du Qatar au Mali offre une importante quantité de vivres aux personnes démunies. Au total, 400 kits alimentaires estimés à 20 millions de francs CFA. Kassim Diallo. C'est un geste de générosité de l'ambassade du Qatar au Mali. C'est au profit des personnes nécessiteuses. Le don est composé de riz, du sucre, d'huile et des pâtes alimentaires pour un coût global de 20 millions de francs CFA. إن الصيام عبادة تزرع في نفوسنا خصالا من قبيل الصبر والإيثار والامتنان. Le jeûne est un acte d'adoration qui cultive des qualités dans notre âme, telles que la patience, l'altruisme et la gratitude. Pendant notre jeûne, nous ressentons le sens de la douleur, de la privation et de la faim. Et nous ne pouvons apprendre à supporter cela qu'avec mesure de patience. Jeûner un mois entier fait du Ramadan un modèle unique de son genre, de solidarité, d'entraide. Et cette question ne se limite pas uniquement aux musulmans, mais elle inclut également toutes les personnes de tous les horizons. Les bénéficiaires sont des orphelinats, des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils ont tous témoigné leur satisfaction et par la même occasion salué l'ambassadeur du Qatar au Mali. En offrant votre soutien à toutes les communautés, surtout aux couches vulnérables, vous témoignez d'une vision inclusive, d'une volonté commune de promouvoir l'harmonie interconfessionnelle et le respect mutuel. Ce geste de générosité va au-delà de l'assistance matérielle. Il symbolise un pont entre les cultures, un rappel que malgré nos différences, nous sommes unis par notre humanité et notre désir de construire un monde meilleur ensemble. Les 400 kits alimentaires de l'ambassade du Qatar s'inscrivent dans le cadre de la solidarité musulmane. Solidarité qui va certainement permettre aux bénéficiaires de passer le Ramadan dans les conditions meilleures. On en vient à la série de reportages de la rédaction consacrée au mois de Ramadan et cette question ce soir, comment concilier Ramadan et chaleur? Les spécialistes recommandent d'abord la prudence et conseillent aussi d'observer une pause pendant le temps de travail ou encore se déshydrater fréquemment après la rupture. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara nous en dit plus. En plus de ceux qui viennent faire la lessive sur les berges du fleuve, ces scénographes observent le jeune. Il est venu se rafraîchir à cause de la forte chaleur à Bamako. Il fait chaud, il fait très très chaud maintenant à Bamako. Le corps aussi est chaud. Ça va rafraîchir les mémoires, tu vois.
La liste des personnes qui travaillent sous cette forte chaleur en cette période de Ramadan est longue. En plus des forges, on retrouve des commerçants, des vendeurs ambulants, comme cette vendeuse de jus. Son astuce, c'est prendre une pause de temps en temps et elle profite pour verser de l'eau sur sa tête. Le soleil est insupportable. Je suis également en jeûne. Je passe la journée dans cette situation. À cause de cette chaleur, de temps en temps, je verse de l'eau sur moi pour un peu de fraîcheur. Plusieurs de nos concitoyens sont conscients que ces mois de Ramadan débutent sous de fortes chaleurs. Si certains s'en sortent pas mal, d'autres subissent des pertes énormes. Ces forgerons au marché de Médine. J'observe les jeunes, mais on est obligé de travailler pendant cette période. Tout notre travail s'est fait à base de feuilles. Même nos apprentis qui tapent sur le fer très chaud observent tous les jeunes. Alors, comment concilier le Ramadan et la chaleur? Ces médecins généralistes au CHI, Gabriel Touré, nous explique. Nous sommes au mois de Ramadan, en même temps il y a la chaleur. Avec cette forte chaleur, donc il est important de rester dans les endroits ombragés. C'est très important. Et aussi d'éviter les activités qui demandent des dépenses d'énergie très importantes. Ça peut, comme des activités physiques, ça peut épuiser. C'est tous les gens qui jeûnent. De boire régulièrement de l'eau. Donc, pour éviter la déshydratation. Pour protéger notre corps, il est très important de porter des habits non trop lourds, des habits légers, en même temps aussi de porter aussi le chapeau pour éviter le soleil, maintenant, car le soleil peut détruire notre peau. Que dit la religion? Est-ce qu'on est obligé de jeûner même avec cette chaleur accablante? Ce maître coranique à la grande mosquée de Bamako va plus loin. Le jeûne est une obligation sur tout musulman, femmes, hommes et jeunes. Dire qu'il fait chaud ou à cause de la chaleur, rompre le jeûne n'est pas acceptable ou de ne pas observer le jeûne est une mauvaise chose. Il faut toujours se mettre en tête que le jeûne est une obligation divine. Dieu l'a recommandé. Il faut être fort de caractère pour cette étape. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire attention pour remplir notre devoir religieux avec mesure au moment où la météo prévoit 42 degrés à Bamako. Prions donc que les 6 heures du Coran que nous livre l'EDM puissent atténuer les souffrances des populations pendant ces mois. Bon courage aux jeûneurs. Le renforcement du dialogue interreligieux, principal sujet au menu du premier comité de pilotage du programme GISRA, initiative conjointe pour une action religieuse stratégique. Le plan de travail pour 2024 prévoit une intensification de la sensibilisation. Emmanuel Sagra, président du comité de pilotage du projet GISRA, est au micro de Batraouri. Les jeunes appelés à jouer un rôle de premier plan dans la consolidation de la paix au moment où le Mali sort d'une décennie de crise. Le projet Fokaben ou Trouvons la solution est initié par l'ONG Search for Common Ground. Il a pour objectif d'engager les jeunes à faire bloc contre la diffusion des messages de haine. En collaboration avec nos précieux partenaires, Search for Common Ground s'engage fermement à mobiliser les jeunes influenceurs pour promouvoir la vérité, la paix et la cohésion sociale à travers les plateformes numériques. Le projet Fokaben ou Trouvons la solution est lancé pour 24 mois sur le financement du Fonds de la consolidation de la paix pour plus d'1 milliard de francs CFA. Conformément aux priorités nationales, ce projet contribuera, j'en suis convaincu, à outiller les jeunes femmes et les jeunes hommes activistes, blogueurs et professionnels des médias pour lutter contre la désinformation et renforcer la cohésion sociale au Mali. Le ministère en charge de la communication est également un partenaire privilégié du nouveau projet, à ce sens que l'apport des nouveaux médias sera déterminant. Les objectifs du projet Fokaben participent non seulement à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'économie numérique, à la politique nationale de la communication et du développement et à la stratégie nationale de cybersécurité en cours de finalisation. Les 10 objectifs sont en parfaite harmonie avec les stratégies et politiques internationales qui mettent un accent sur l'inclusion des jeunes et des femmes dans ce domaine.
hommes des médias et influenceurs sont les principaux partenaires sociaux du projet qui sera exécuté à Bamako et dans les régions des Kayes, Nioro, Mopti, Gao et Badjangra. 35e session du conseil d'administration du Musée national sur la table des administrateurs. Le point de l'exécution des recommandations de la 34e session, le programme d'activité et le budget 2024. Ibrahim Kaoukonaté. Pour que le Musée national du Mali puisse jouer pleinement son rôle de collecte, de conservation et la diffusion du patrimoine culturel, le personnel de ce haut lieu de la culture met la 35e session sous le signe de la relance. Mesdames et messieurs les administrateurs, en ces instants charnières pleins de confiance et d'espérance, où l'État est résolument engagé sur les chantiers de la refondation qui prend pour socle notre riche patrimoine culturel, le maître mot pour le Musée national doit être la relance. Dans cette optique, la direction et le personnel du Musée national du Mali doivent faire preuve davantage de dynamisme, d'innovation et d'inventivité. C'est l'abnégation du personnel, c'est l'envie de toujours bien faire, même si on n'est jamais content de ce qu'on fait parce qu'on se dit toujours qu'on peut mieux faire. Donc nous sommes dans cette optique de travailler pour que le musée prenne toute la place qui lui revient dans la protection et la promotion du patrimoine culturel au Mali. Cette 35e session est essentiellement budgétaire, arrêtée en recettes et en dépenses à la somme de plus de 591 millions contre une prévision initiale de 806 millions de francs CFA. Malgré ces difficultés, le Musée national a réalisé des résultats encourageants. En effet, de janvier à décembre 2023, plus de 13 064 visiteurs ont visité le musée. Dans le cadre du programme d'archives modernes en danger, le Musée national bénéficie du soutien des universités des États-Unis. En 2023, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a enregistré plus de 1700 nouveaux drépanocytaires et le budget 2024 de la structure est évalué à plus de 940 millions de francs CFA, des chiffres révélés à la 22e session ordinaire du conseil d'administration du centre. Koumba Sissé. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a pour mission principale de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'espérance de vie des drépanocytaires à travers la recherche, le dépistage, le soin et le suivi médical, sans oublier la sensibilisation de la population sur la maladie. Les administrateurs de ces centres viennent de se concerter pour la 22e session du conseil d'administration. Occasion pour eux de faire le bilan des activités du CRLD. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a enregistré 1739 nouveaux drépanocytaires, ramenant ainsi sa cohorte à 17 649 drépanocytaires suivis régulièrement. Dans le domaine de la recherche scientifique, 2 publications scientifiques ont été réalisées dans des revues internationales avec comité de lecture et 3 sont en cours de publication. L'exécution du budget 2023 à hauteur de 96,4% a permis la prise en charge des salaires du personnel, l'achat des médicaments et réactifs des laboratoires, les travaux d'aménagement et de réhabilitation du centre, la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Un accent a été mis sur l'accompagnement de certains partenaires nationaux et internationaux qui accompagnent le CRLD dans le cadre de ses activités de lutte contre la drépanocytose. La création de centres et unités de compétences en réseau pour maintenir la qualité de l'offre des soins aux drépanocytaires est un élément de politique qui doit être accéléré. C'est ainsi que l'unité de compétences de CAI est opérationnelle depuis 2016, l'unité de compétences de Mopti est en cours d'équipement. Le CRLD est heureux d'avoir bénéficié d'un accompagnement de la Fondation Pierre Fabre et de la DCI de Monaco.
La structure est confrontée aux difficultés liées à l'insuffisance des financements des activités de lutte contre la drépanocytose et aux fonds alloués à la recherche sur la maladie, la rupture de certains médicaments et vaccins. Toutefois, en 2024, avec un projet de budget arrêté à environ 941 832 000 francs CFA, la direction compte trouver des solutions aux différents problèmes pour atteindre ses objectifs. Autre conseil d'administration, celui de l'Agence malienne de la mutualité sociale. Les administrateurs font le point de l'année écoulée et travaillent sur le programme 2024 des activités de l'agence. Sokona Kamisoko. S'il y a un défi que compte relever aujourd'hui l'Agence malienne de la mutualité sociale, c'est bien celui de l'opérationnalisation effective du RAMU, régime d'assurance maladie universelle. Une préoccupation qui fait l'objet d'une communication au cours de cette 5e session du conseil d'administration de la structure. C'est dans le souci de mieux accompagner l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle que l'AMAMUS, en tant qu'organe administratif de la mutualité sociale préconisé par l'UEMOA, a été créé pour améliorer de façon significative la couverture contre les risques maladies du secteur informel et agricole. Ainsi, l'Agence malienne de la mutualité sociale s'occupe depuis sa création, entre autres, du suivi et du contrôle des mutuelles et de leurs structures faîtières, du renforcement des capacités des agents techniques ayant en charge la promotion des mutuelles à tous les niveaux et contribue ainsi au développement des mutuelles dans le cadre du RAMU. Le Mali compte aujourd'hui 189 mutuelles sociales, parmi lesquelles 175 assurent des prestations de santé. La stratégie nationale d'extension de la couverture maladie pour les mutuelles, qui a été révisée en 2020 pour donner un nouvel élan au développement des mutuelles de santé en prélude au démarrage du régime d'assurance maladie universelle. Avec donc la nouvelle stratégie, nous comptons aujourd'hui 6 mutuelles interprofessionnelles de cercles agréés et 14 processus qui sont en cours et qui devraient être bouclés au courant de ce premier semestre 2024. Le président du conseil d'administration rassure que toutes les dispositions seront prises au profit de la promotion des mutuelles en République du Mali. L'Institut de pédagogie universitaire évalue ses activités menées courant 2023. Il soumet aussi ses projets et perspectives aux administrateurs conviés à la 5e session ordinaire de son conseil d'administration. Fadema Keita. Au-delà des animations scientifiques et de la formation professionnelle des enseignants-chercheurs de l'intérieur et de l'extérieur, l'Institut de pédagogie universitaire IPU continue dans le domaine de la gouvernance à persévérer dans la mise en œuvre des innovations en cours depuis 2022. La 5e session ordinaire du conseil d'administration en cours est donc l'occasion de jeter un regard sur les progrès accomplis. Parmi les innovations pertinentes pour l'amélioration de la gouvernance, nous citons notamment la création des certificats d'aptitude professionnelle en pédagogie universitaire, en didactique et en ingénierie de la formation CAPIDU, l'acquisition d'un logiciel anti-plagiat, la création du conseil de perfectionnement de l'IPI, la création du conseil pédagogique et scientifique de l'IPI, la création du laboratoire d'innovation et du numérique pour l'éducation, l'IN. L'état d'exécution des recommandations de la 4e session, les différentes présentations prévues, en l'occurrence celle des rapports d'activité financiers 2023, du projet de budget et du plan d'action budgétisé de 2024, examinés doivent améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'Institut. Un institut qui tient à l'excellence académique à travers la formation des formateurs dans l'enseignement supérieur. Au sujet des effectifs, de 2018 à 2021, un total de 1293 doctorants ont commencé leur thèse à l'IPU. Depuis l'année 2020-2021, aucune nouvelle inscription n'a été acceptée à l'IPU, à l'exception des rapatriements de thèses autorisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La collaboration fructueuse avec les partenaires nationaux et internationaux, ainsi que la signature de conventions avec les institutions de renommée attestent de l'engagement soutenu de l'IPI envers l'excellence académique.
L'IPEI, acteur majeur dans le domaine de la pédagogie universitaire, la didactique et de l'ingénierie de la formation, se réjouit de l'intégration et de l'implantation du télétravail, une option stratégique qui lui permet d'organiser des soutenances de thèses à distance. Un mot de l'actualité dans la sous-région avec le Niger qui a dénoncé hier soir avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis à la télévision nationale. Le porte-parole du gouvernement a jugé cette coopération injuste et ne répondant pas aux attentes. Nous l'écoutons. Le gouvernement de la République du Niger porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 12, 13 et 14 mars 2024, ses représentants, sous l'autorité de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ont eu une série de rencontres de travail avec une délégation américaine composée de la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune quant à l'objet de sa visite. Sur le fond, les échanges entre les deux délégations ont porté essentiellement sur la transition militaire en cours au Niger, la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Retour à l'actualité nationale à Ségou, la 10e édition du Salon de financement agricole ferme ses portes. Le Finagri offre plus de chances aux projets portés par des femmes et jeunes. C'est aussi et surtout un véritable cadre de formation en entrepreneuriat. On en sait davantage avec Honoré Kienou et Bassi Traoré. Sur plus de 437 demandes, 219 ont été validées pour financement. C'est là au bout de 3 jours d'analyse des experts réunis pour la 10e édition du Finagri. Ce sont des projets de la chaîne de valeur agricole en faveur des projets portés par des femmes et jeunes. Nous avons participé à des panels de très haut niveau avec des experts qui ont pu convaincre dans tous les domaines. Je souhaite vivement la 11e édition, qu'il y ait beaucoup plus de panels, qu'il y ait beaucoup plus d'engagement pour les femmes rurales qui en ont principalement besoin. Ils sortent comblés, producteurs, organisations professionnelles agricoles et autres acteurs intervenant dans le secteur de l'agriculture de cette 10e édition du Finagri. Le projet est porté sur la production de la papaye, Kalina IPB 9. Directement avec la réussite de ce projet-là, il y aura 2 emplois directs et permanents, avec des emplois indirects et aussi des emplois saisonniers. Il faut rappeler que les objectifs de nos programmes, c'est de développer de façon durable l'agriculture. Nous accompagnons, nous donnons des conseils, nous formons. Et nous avons un dispositif d'appui conseil de proximité et nous avons des mécanismes de financement à notre sein pour accompagner les jeunes à s'installer. 419 rencontres B2B réalisées entre les acteurs porteurs de plans d'affaires et les institutions de financement. À la suite de ces rencontres B2B, 219 plans d'affaires d'un montant total de 911 millions
ont eu des échos favorables. Cette 10e édition du FINAGRI a aussi donné l'occasion aux acteurs stratégiques de l'agriculture d'engager des réflexions pour une procédure pérenne visant à définir des projets viables de financement, surtout celles portées par des jeunes et femmes. Rencontre à 100 autour des résultats du projet dénommé Imagine. Il a coûté plus de 2,5 milliards de francs CFA. Le projet s'est focalisé sur l'amélioration de l'éducation inclusive des adolescentes au Mali. Drissa Kone. Cet atelier bilan de 2 jours entre dans le cadre de la redevabilité du projet Imagine qui a démarré en janvier 2020 et a clos ses activités terrain en décembre 2023. Imagine est mise en œuvre par le consortium Plan International World Vision et Save Children. Il est financé par Affaires mondiales Canada à plus de 2,528 milliards de francs CFA. L'objectif principal de cet atelier s'inscrit vraiment dans le cadre de la redevabilité, qui est une culture au niveau de World Vision et je crois même au niveau de tous les membres du consortium, qui consiste à rendre compte et à impliquer, faire participer. Quand on parle de redevabilité, c'est d'abord l'information, la consultation, l'implication et aussi la collecte des feedbacks, autrement dit des retours des parties prenantes. Il nous revient aujourd'hui au départ du projet de pouvoir pérenniser les acquis et de consolider et capitaliser les résultats qui sont très probants pour l'école malienne pour que nos enfants puissent avoir un changement de comportement. Durant 4 années, Imagine s'est focalisé sur l'amélioration de l'éducation inclusive des filles adolescentes ainsi que les garçons dans 12 cercles du Mali, dont 100 et Tominian. Pour y arriver, une batterie d'actions a été menée. Nous pouvons citer la formation de 2800 adolescents sur les compétences de vie courante, la formation de 2154 enseignants sur diverses thématiques comme l'appui psychosocial, l'éducation inclusive, la discipline positive, la formation de 1174 membres de comités de gestion scolaire, l'élaboration de plans de développement éducatif dans 28 communes, etc. En outre, des actions supplémentaires de réhabilitation et de réalisation des infrastructures d'eau, hygiène et assainissement ont été effectuées. Et la liste n'est pas exhaustive. Cet atelier sera sanctionné par des recommandations qui permettront aux parties prenantes du projet Imagine qui éteint ses lampions de prendre le relais. Un mot de politique. À Sikasso, conférence régionale du PRVM Fasoko, la rencontre s'est penchée notamment sur l'état du parti et la dynamisation de sa coordination régionale. Moustapha Doumbouya, Souleymane Bamba. Cette conférence régionale du parti PRVM Fasoko regroupe les délégués des 7 sections de la coordination de Sikasso qui couvrent les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Le ton de cette rencontre est donné par l'intonation de l'hymne du parti. L'occasion est indiquée pour informer le bureau national sur l'état du parti à Sikasso. Le PRVM Fasoko se porte bien aujourd'hui à Sikasso après une période un peu difficile. Nous sommes représentés dans les 7 cercles de l'ancienne région de Sikasso. Nous sommes prêts à jouer notre partition pour les futures élections. La rencontre vise à redynamiser les structures du parti à Sikasso et à dégager ses forces et ses faiblesses. Le vice-président du parti pour la restauration des valeurs du Mali de rappeler que son parti soutient les actions de la transition. La convention de Sikasso est placée sur le signe de la cohésion, de la stabilité, du vivre ensemble et pourquoi pas de la souveraineté retrouvée. La transition, ce n'est pas une affaire de militaires, ce n'est pas une affaire d'un seul Malien, c'est pour tous les Maliens. Et la transition est en train de travailler pour les Maliens. Et donc c'est pour cela, d'ailleurs, tout ce que vous voyez, toutes nos sorties, on ne cesserait pas de les dire, nous, on œuvre de sorte qu'on puisse rassembler aujourd'hui toutes les énergies positives pour accompagner cette transition-là. Le retrait du Mali de la CEDEAO, l'organisation du référendum et la création de l'Alliance des États du Sahel sont entre autres actions saluées par le vice-président du PRVM Fasoko. L'actualité des sports, c'est avec Kodji Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Kodji. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Du basketball, l'actualité est dominée par le championnat national de première division, dont la première journée a pris fin hier. Oui, sur le tableau féminin Ibrahim, les ténors ont tenu leur rang
Le Stade Malien de Bamako, le Djoliba Athletic Club ont tous gagné. Chez les hommes, le centre de référence basketball de Tombouctou a créé la sensation en battant le Sigidekaï 96-85. On voit le résumé de ces différentes rencontres avec Salif Ouedraogo. La première journée du championnat national de basketball a pris fin hier samedi. 4 rencontres étaient au programme. Les favoris ont fait respecter leur statut, excepté le Sigidekaï, tombé devant le promis centre de référence de basketball de Tombouctou. Chez les dames, le Stade Malien de Bamako, de bleu et blanc vertu, a dicté sa loi 91-60 à Calvan Sport Club en phase de reconstruction. Le Djoliba AC a été sans pitié 91-58 au centre Bintou Dambélé de Kouloukourou, CBD, qui signait son grand retour dans la cour des grands. Sur le tableau masculin, le centre de référence de basketball de Tombouctou a dominé le Sigidekaï 97-85. Après un début difficile, les centristes de Tombouctou vont inverser la tendance au troisième acte de jeu et ne seront plus rejoints. Le Stade Malien de Bamako Homme, qui a raflé tous les trophées de la saison dernière, était aux prises avec Attaque Club de Kidal. Avec un effectif incomplet, pour faute de documents administratifs, Attaque Club de Kidal se présente avec 9 joueurs au lieu de 15. Malgré le score serré à la mi-temps 30-31, les Kidalois finiront par céder. Les Blancs de Bamako s'imposent sans problème 71-40. Ainsi, la saison 2023-2024 est bel et bien lancée pour les amoureux et les inconditionnels de la balle au panier. Alors, Kouji Sibi, les nouvelles des Jeux africains qui se tiennent à Accra au Ghana. Le handball et la boxe ont enregistré quelques bons résultats. Oui, 2 de nos boxeurs, Ibrahima, sont donc en quart de finale du tournoi du Noble Art. Il s'agit notamment de Mohamedou Goïta dans la catégorie des 71 kilos qui a validé son ticket face aux Zambiens Zimba Stephen, battu suite à l'arrêt de l'arbitre. Daouda Sidibé dans la catégorie des 60 kg s'est qualifié d'office pour les quarts de finale grâce à son classement africain. Taekwondo, une nouvelle de dernière minute, elle est bonne, puisque Sirman Balo, chez les moins de 54 kg, remporte la première médaille au nom du Mali, la médaille de bronze. Alors, on va donc prier Ibrahim pour que la suite soit belle pour la délégation malienne. En tout cas, après 2 défaites face à l'Égypte et au Nigeria, les handballeurs maliens ont obtenu une victoire 35-31 face au Togo. Merci Kodi pour ces informations sportives. Merci Ibrahima. Bon début de semaine. Merci beaucoup. Un rendez-vous à ne pas manquer dans nos programmes. Vous le savez, Bamako vient d'abriter la conférence régionale sur diaspora, afro-descendants et développement. Une rencontre préparatoire du 9e congrès panafricain prévu en novembre prochain au Togo. On en parle sur nos antennes ce soir dans Question d'actualité animée par Sira Batili. Je vous propose d'ailleurs un extrait du débat. Le Mali reste une fierté aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui le Mali, venir faire ses assises au Mali ici? Ça a quel sens? Le Mali aujourd'hui est la boussole, la flamme olympique de la libération totale de l'Afrique, de l'acquisition de la totale souveraineté de l'Afrique est allumée au Mali. Et nous sommes là pour que cette flamme ne s'éteigne pas. Vous savez, la flamme olympique, elle est destinée à se promener, à aller d'état en état. Et cette flamme qui a été au Mali, elle doit être activée. Et nous sommes des activateurs de cette flamme. Et non seulement pour les Maliens, mais aussi et surtout pour le reste de l'Afrique. Dr Usubi Sako, professeur d'architecture à l'université Seika au Japon, précisément au département d'architecture à la faculté de design. Et comment vous êtes arrivé à vous imposer au Japon? Et effectivement, au Japon, ça n'a pas été facile au début parce que, bon, si on va dans un pays, on essaye souvent d'être comme eux, on essaye de les imiter. Mais moi, j'ai compris à un certain moment que je ne peux pas être japonais. Et donc, le plus important pour moi, c'était de garder mon identité. C'était de me rappeler qui suis-je. Et sans être assimilé culturellement. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique se réveille enfin? Moi, je pense que effectivement, l'Afrique se réveille enfin. Disons que vous savez que c'est un thème de notre hymne national. Quand on dit que l'Afrique se lève enfin, c'est un peu dans la même idée. Bon, il y a un renouveau. Parce que, je dis, la même condition s'était posée lors des indépendances. Les Modibo aussi parlaient du Mali nouveau et du Malien de type nouveau.
Nous avons franchi une étape aujourd'hui, mais au jour d'aujourd'hui que nous nous retrouvons dans une souveraineté, n'est-ce pas, renouvelée comme telle, réaffirmée, je pense qu'en fait, il y a un nouveau réveil. Question d'actualité à suivre après ce journal qui s'achève. Merci de votre fidélité. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.